Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Tous Frères. Cette semaine, nous souhaitons avoir un regard sur le verbe « habiter ». Pourquoi, dans nos Outre-mer, est-on si attaché à demeurer au même endroit? Que dit notre habitat à propos de nous-mêmes? Quelle fraternité peut-on trouver dans le verbe « habiter » ? Nous irons à La Réunion à la rencontre des membres de la Fondation Abbé Pierre. Ils militent pour des habitats décents pour tous. Henri et Jean-Marc nous diront leur joie d'avoir enfin un toit. Puis, en Guadeloupe, nous ferons la connaissance de Sylvie. Son quartier, c'est sa passion, son ancrage. Elle nous racontera comment, après des années difficiles, les habitants sont heureux d'habiter ensemble. Et puis, dans notre chronique, nous visiterons les temples hindous réunionnais et antillais. Nous verrons de quelle manière les divinités habitent ces lieux. Pour vous parler du verbe « habiter », notre raconteur d'histoire Luciano Legros a été inspiré par l'histoire de Zachée. Habiter, comme dans la rencontre entre Jésus et Zachée. Vous ne voyez pas le rapport? Allez, venez, je vais vous raconter l'histoire que nous a rapportée Saint Luc. Un jour, un homme, le voici, son nom est Zachée, il habite Jéricho. Il marche sur la place et il est interpellé par la foule. Il y a une grande agitation autour d'un certain Jésus. Zachée a le vif désir de le voir, mais c'est impossible. Il y a trop de monde et il est trop petit. Une seule solution, grimper sur un arbre. Ça y est, enfin, il voit Jésus, qui d'ailleurs s'approche de lui. Jésus s'arrête, lève les yeux, regarde Zachée et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille habiter dans ta maison. » Cette parole du Christ choque à la fois la foule et Zachée. Certains se mettent même à dire à voix haute « Comment ça? Jésus veut habiter chez cet homme, ce collecteur d'impôts, ce voleur, ce pécheur ?» Zachée lui comprend que Jésus veut non seulement habiter dans sa maison, mais plus encore dans sa vie. Alors, il descend vite et accueille le Seigneur le cœur plein de joie. Tout bouleversé, il promet de donner aux pauvres la moitié de ses biens et à ceux à qui il a fait du tort 4 fois plus. Ainsi, Zachée est totalement transformé par cette rencontre avec le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui désormais habite son cœur. L'histoire ne nous dit pas ce qu'il s'est passé durant toute la période où Jésus est resté chez cet homme et sa famille. Mais le fait que le Seigneur veuille habiter dans la maison d'un pécheur est si inattendu qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors Aurélie, lorsque nous avons réfléchi au verbe habiter, dans la rédaction, nous avons tout de suite pensé à la Fondation Abbé Pierre et il se trouve qu'en Outre-mer, il y a une antenne historique à Saint-Denis de la Réunion. Exactement. Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc allés avec nos correspondants Aurélie Constant et Didier Richard à Saint-Denis et à Brapanon. Alors, on est d'abord allé à Saint-Denis, dans les jardins de la Fondation Abbé Pierre. Elle existe à Saint-Denis depuis plus de 30 ans et elle aide les Réunionnais en situation de mal-logement à retrouver leur dignité. Et c'est grâce à eux que nous sommes allés à Brapanon rencontrer Philippe, qui vit dans cet endroit qu'il appelle la terre de ses ancêtres. J'imagine qu'il a envie de rester sur cette terre-là. Évidemment, il a très envie de rester et même si son logement est sommaire et que certains dans son entourage peuvent le trouver indigne, il refuse catégoriquement de le quitter. La Fondation veut l'aider à le réhabiliter. C'est une histoire singulière qui nous dit beaucoup du verbe habiter. Habiter, c'est aussi choisir, choisir d'occuper un lieu, une place, une histoire. Alors habiter finalement, c'est quoi? Il répond à cette question, regardez. Il fait en effet parce que l'eau est chaude, il fait mon bouteille de gaz par rapport à ça. Et après, à l'ancienne, il faut une tasse de café pour ne pas y déborder trop. Et puis voilà, on fait couler un petit café. Depuis plusieurs années, Philippe habite seul dans cette petite maison délabrée sur le terrain familial. On y habite chez la terre maison ancêtre. Je vais finir l'état des lieux. Derrière, il vient filmer un coucher, n'a rien qu'un boss de lavabo pour laver moins, n'a pas de cabinet. Pas de salle de bain, pas de toilette, un tuyau pour son arrivée d'eau, un réchaud en guise de cuisinière et un espace de vie très sommaire.
La maison de Philippe est insalubre, mais il refuse catégoriquement d'habiter ailleurs. Ouais, viens d'autres. Bah. Oui, l'été, quand on rentre, ça fait du bien. Le temps est agréable. Ouais. Aujourd'hui, Philippe reçoit la visite d'Éric, un ami d'enfance, et de Mathieu, le directeur de la Fondation Abbé Pierre. On s'était vu au mois de juillet avec l'intercommunalité, la ville, le CCS, Éric, et puis nous, en tant que Fondation Abbé Pierre, pour faire le point sur la situation et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au regard des règles d'urbanisme. Parce que tu te souviens, ta case, elle est en zone naturelle et elle est sur une partie avec un risque naturel aussi, avec l'éboulement, puisqu'il y a la ravine qui est derrière. La Fondation Abbé Pierre aide les plus défavorisés à vivre dignement. L'objectif pour le cas de Philippe, remettre en état son habitation. Le logement est central, c'est un lieu qui permet d'avoir son identité, son espace de vie, son intimité. Il y a toute une solidarité qui s'est mise en place autour de Philippe. Philippe souhaite vivre ici, il est attaché à ce terrain familial, il vit ça comme un héritage important et on a souvent aussi des solutions de logement qui sont plus dans des zones urbaines. Là, on est dans une zone plutôt rurale et donc c'est important aussi pour eux de garder ce cadre de vie. Pour permettre à Philippe d'habiter ici, les voisins se sont mobilisés pour l'aider à équiper sa maison. Philippe ne veut pas être relogé, mais il n'a pas les moyens de rénover la case de ses ancêtres. Avec le soutien de la Fondation, il espère simplement améliorer son quotidien et retrouver une certaine dignité. Pourtant, Michel m'a déjà bien, mais il n'est pas ça. Ma besoin, si je dis gagne, mais si bien si gagne, j'aimerais un coup de main pour faire le tirage. Avoir un cabinet, salle de bain, dignité. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la dignité, l'intimité. J'ai espoir. J'ai espoir parce que lui-même, il a un courage, hein, comme je vous dis, et il est patient. Mais vous savez, la patience, des fois, c'est très difficile de vivre dans cette dignité qu'il n'a pas, quoi. Pour Éric, il était inconcevable de laisser son ami vivre dans ces conditions. C'est lui qui a alerté la Fondation Abbé Pierre de la situation de Philippe. Depuis près d'un an, Henri habite dans un appartement qu'il partage avec son ami Jean-Marc. Ils mettent la table et vont manger assis sur des chaises. Ouais, intact. Une scène banale pour beaucoup, mais pas pour eux, qui ont vécu plus de 30 ans dans la rue. Ensemble, ils redécouvrent la joie d'avoir un domicile. Si je peux dire ça, c'est qu'on est chez nous, quoi. Ah oui. Ouais. Ça fait bizarre de dire ça, parce que quand on est dans la rue, c'est pas la même chose. Maintenant que je suis ici, je crois pouvoir dire que j'habite. Et c'est très bien. Et c'est parfait, j'habite. J'habite ici et c'est magnifique. Là, je suis content, quoi. Henri et Jean-Marc sont amis de longue date. Ils se sont rencontrés dans la rue. Alors quand Jean-Marc a obtenu un logement grâce à la Fondation Abbé Pierre, il a tout de suite proposé à Henri de vivre avec lui. Il se rappelle encore le jour où il a reçu les clés. Oh là là, c'est la grande joie. La joie, c'est incroyable. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Avoir un petit logement, c'est vraiment, c'est primordial pour nous. Être dans la rue, c'est dangereux. Et ici, en sécurité, c'est incroyable. Je suis content. Et puis, un camarade, un frère incroyable. Ce logement est provisoire. Ils sont dans l'attente d'un appartement plus grand. Mais si aujourd'hui les deux sexagénaires ont un lieu où habiter, difficile pour eux d'oublier ces années passées dans la rue. Ils y ont connu l'insécurité permanente avec de nombreuses agressions. Jean-Marc a même perdu un œil. Ils m'ont attaqué le soir pour demander de l'argent. Quand je marche comme ça, c'est comme si j'allais dormir dans la rue. Donc, mais bon, je sais bien que je dors plus dans la rue. Ça va. Mais ça me fait quand même penser que... Mais après, je suis obligé d'oublier. Des mauvais souvenirs qui sont maintenant derrière eux. Et comme tous les jours, ils se rendent à la boutique de la Fondation Abbé Pierre. Ils y retrouvent Mathieu et ses collègues. Bonjour. Oui. Oui. Ça va? Ça va, hein? Oui, bien passé. Salut Henri. Chez Waro, ça va. Salut Jean-Marc. Oui, bonjour, Ça va? Ça fait un moment qu'on a voulu ça. Il a pris le temps pour arriver, mais enfin, ça finit par arriver. Maintenant, on est tranquille. Dis merci, c'est ça. Seigneur. Ouais. Et merci à vous. Parce que du coup,
On a proposé le logement, mais après, c'est vous qui êtes rentré dedans. Ah oui, c'est c'est vous ça, oui. qui l'entretenez, qui restez. Mais grâce à vous, donc, On l'a fait ça ensemble. fait un travail énorme pour nous. Le directeur de la fondation est très impliqué dans son travail. La problématique de l'habitat est un sujet qui le touche personnellement. Son oncle a été l'un des premiers bénévoles en 1992 et surtout Mathieu a lui aussi été confronté au mal logement lorsqu'il était petit. Aujourd'hui, on ne peut pas juste se satisfaire qu'Henri, Jean-Marc ou d'autres arrivent à accéder au logement. C'est super, on en est très content. Mais il y a aussi un enjeu de continuer à batailler pour tous les autres. Avec cette verbatim de l'abbé Pierre en leitmotiv qui disait que la misère ne se gère pas, elle se combat. Et donc on est vraiment en mode combat. Et tant qu'il y aura cette flamme-là, je continuerai à porter ce travail-là. Mathieu ne compte pas arrêter son combat car pour lui, habiter n'est pas simplement vivre quelque part, mais c'est aussi retrouver de la dignité et exister au sein de la société. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles depuis la fin du tournage de Philippe, Jean-Marc et Henri? Exactement, oui, Philippe. Il est toujours aidé pour la Fondation qui est en train de monter un dossier pour la demande de réhabilitation de son logement. Quant à Henri et Jean-Marc, ils sont toujours très heureux d'être colocataires. Ils profitent de leur nouvelle vie dans ce très bel appartement. Nous nous connectons maintenant en Guyane, à Mana, pour retrouver sœur Véronique Joseph. Bonjour, sœur Véronique. Bonjour, bonjour Nora. Bonjour. Alors, en tant que sœur de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, vous avez habité différents territoires d'outre-mer. Ce n'est pas trop difficile de changer de communauté régulièrement? Alors, changer de communauté, pour moi, non. Parce que en choisissant d'être une sœur de Saint-Joseph de Cluny, j'avais espéré que je ne resterais pas sur un seul lieu. Donc, c'est avec plaisir que lorsqu'il m'est demandé de me rendre dans un autre lieu, sur une autre région ou dans une autre communauté, que je m'y rends sans difficulté. Alors, est-ce que c'est un ancrage c'est pas trop difficile, justement, de quitter ce qu'on a connu pendant quelques années, où on s'est ancré? Non, parce que choisir, accepter de partir, c'est vrai que c'est mourir un peu, comme disait un chant. Mourir un peu pour les personnes que nous avons connues, parce qu'il faut dire au revoir et c'est savoir que nous partons en quelque sorte, je dirais, vers l'inconnu, parce qu'il faudra découvrir de nouvelles personnes, découvrir le nouveau lieu de mission, découvrir un nouvel environnement. Pour moi, c'est toujours une richesse. Je trouve que ça nous apporte, en tout cas personnellement, cela m'apporte beaucoup de vivre ces moments-là, de découvrir d'autres choses, d'autres manières de vivre, de partager les choses avec les gens. Sœur Véronique, bonjour. Vous vivez en communauté, dans une communauté religieuse. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on habite différemment chaque pièce? Est-ce que chaque pièce est différente? Alors, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Lorsque nous habitons une maison, les pièces sont différentes, ont des raisons différentes. Bien sûr, je vais vivre de manière différente parce que je serai seule dans ma chambre. La chambre, c'est le lieu qui m'est très personnel, donc j'aurai une manière d'être dans cette chambre. Et puis, j'aurai des lieux communs, tels que la salle de communauté. La salle de communauté, c'est un lieu où nous allons nous retrouver, nous allons partager avec les sœurs à différents niveaux, au niveau spirituel bien sûr, mais aussi sur le plan personnel par rapport à ce que nous avons pu vivre dans un lieu ou un autre, par rapport au sujet qu'il y a sur le moment, parce que c'est le moment où nous regardons la télévision, etc. Et puis, il y a d'autres lieux tels que la salle à manger, la cuisine, et puis un lieu très important qui est celui où nous nous retrouvons en famille aussi, qui est celui du lieu de prière. À l'oratoire, nous allons nous retrouver régulièrement. Donc, ces différents lieux seront habités de manière tout à fait différente parce que nous allons vivre ces moments-là de manière tout à fait différente les unes avec les autres. La fondatrice de la congrégation Saint-Joseph de Cluny a incarné ce verbe habiter, notamment avec les esclaves affranchis. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui,
vraiment, en plus, il y a une raison encore plus importante, puisque vous m'appelez de Mana. Mana, qui est le lieu fondateur où Mère Javoué, notre fondatrice, a travaillé à la libération d'hommes qui étaient au départ voués à être esclaves, mais grâce à la situation politique, ils n'ont pas eu le temps d'être reconnus comme arrêtés comme esclaves. Mais quand elle les regroupe à Mana, elle fait un travail extraordinaire en les préparant à la liberté. Son souci, c'est de créer une petite société. Il est primordial pour elle de leur donner un lieu pour habiter. En les y préparant sur la période, eh bien, elle donne à chacun une parcelle. Ils vont s'organiser pour construire leur maison. Ils vont s'organiser pour que il y ait dans le jardin, il y ait déjà des plantations. Donc, tout est fait pour que, au moment où ils reçoivent le papier qui dira qu'ils sont libres, eh bien, ils sont capables d'avoir un lieu, un espace social où ils vont vivre. Donc, ce ne sera plus ce lieu où ils vivent comme ils vivaient d'habitude avec les autres, mais un lieu qui sera bien personnel, qui vont pouvoir personnaliser et permettre à chacun d'être bien et de de vivre le mieux possible, non seulement lui-même en famille, mais aussi les uns avec les autres. Est-ce que les descendants... Je dirais... Pardon? Est-ce que les descendants d'esclaves qui habitent encore à Mana saluent l'œuvre d'Anne-Marie Javoué? Oh oui, ils ont une grande dévotion pour Mère Javoué, pour ce travail extraordinaire qu'elle a fait, parce que aujourd'hui, si nous allons sur un lieu d'habitation, généralement, le lieu où habitaient les esclaves, il faut les chercher, il faut faire des études pour comprendre. Alors que Mana, c'est un véritable village, c'est un lieu extraordinaire où on a plaisir à y vivre. Et justement, d'ici 2028, il fera 200 ans que cette commune de Mana a été créée, eh bien, c'est les descendants de ces anciens qui ont été libérés par Mère Javoué, se préparent à vivre ce temps fort de manière extraordinaire pour dire combien Mère Javoué a marqué non seulement leurs parents, mais cela leur a été transmis et aujourd'hui encore, Mère Javoué est très importante pour les descendants. Et dans ce village où des hommes arrivent de partout, puisque la Guyane c'est un lieu de rencontre de différentes populations, eh bien, ils ont ce souci à leur tour de transmettre à ceux-là qui arrivent cette connaissance de cette personne qui a fondé la commune de Mana. Merci, ma sœur. Je vous souhaite une excellente journée à Mana. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir partagé. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Le chemin de vie de cette semaine nous a menés en Guadeloupe, dans un quartier de Pointe-à-Pitre. Et nous avons rencontré une personne qui est très attachée à son quartier. Exactement. On a rencontré donc Sylvie qui est là et nous sommes allés dans le quartier Vatable. Vous connaissez peut-être la rue Victor Hugo. Dans le quartier Vatable, alors Sylvie, elle a l'histoire de beaucoup d'ultramarins. Comme beaucoup d'ultramarins, c'est aussi notre cas d'ailleurs. On quitte la maison, on va en métropole quelques années et puis un jour on décide de retourner au pays. Elle est retournée au pays pour se réinstaller dans son quartier d'enfance. Malheureusement, le quartier souffrait de la montée de la délinquance et les maisons créoles n'étaient plus entretenues. C'est comme ça qu'est née l'association Pli Bel Lari. Pli Bel Lari a un but, remettre en état le quartier, notamment en rénovant les cases créoles qui sont notre patrimoine inestimable. Alors, est-ce que ça consiste uniquement à rénover ou est-ce qu'elle cherche aussi à créer du lien? Elle cherche évidemment à créer du lien. Je vous ai choisi quelques photos. Ici, il y a un jardin partagé. Regardez, Sylvie qui s'en occupe. Alors, le but, évidemment, c'est de embellir en fait ce quartier, mais pas seulement. C'est de recréer aussi une communauté au cœur du quartier. Sylvie va nous raconter l'histoire d'un groupe de voisins qui se sont mobilisés pour habiter à nouveau leur quartier. On regarde. Alors avant, en fait, ici, on a eu le quartier qui a été un petit peu envahi par la drogue et la prostitution. Il faut appeler les choses par leur nom. Et vraiment, les habitants du quartier, on ne se reconnaissait plus du tout. Et on a repris un petit peu possession de notre quartier.
90 là, tu vois. Ça fait à peu près ça. Ce qu'on a vu avec beaucoup d'étonnement se faire, c'est que quand on repeint une maison dans une rue, eh ben, les propriétaires voisins prennent l'initiative de retaper leur maison. Il y a eu un bel effet boule de neige ou domino. On souhaite que les personnes s'approprient et puissent intervenir directement dans leur quartier. L'idée, c'est qu'on ne fera jamais mieux que les personnes qui habitent elles-mêmes dans un quartier. Alors là, on est dans le jardin collaboratif créole de Plus belle la vie. Ce jardin, c'est vraiment le cœur de l'opération. C'est là aussi qu'ont lieu tous les échanges entre les voisins. Il y en a un qui vient chercher un petit peu de glycérine, l'autre qui amène un petit plan pour enrichir un petit peu notre jardin. Enfin, voilà. C'est pour moi la traduction de la solidarité et de ce que les relations humaines devraient être de façon générale, quoi. Aujourd'hui, habiter Pointe-à-Pitre, je ne peux pas l'envisager sans faire ce qu'on fait, c'est-à-dire sans avoir une action participative. Et quand on trouve un espace où on est utile et où on voit que notre participation peut faire évoluer positivement les choses, ça donne du sens au fait d'habiter un lieu. Donc là, on va retrouver Enoch, avec qui on a l'habitude de travailler et qui fait découvrir à beaucoup de personnes l'ensemble de nos travaux et le quartier de façon générale. Salut Enoch! Coucou! Je t'ai gardé la place. Ah, bah top! Pour moi, habiter Pointe-à-Pitre dans le futur, ça serait un peu comme dans le vieux Cuba, vous voyez, avec ces maisons anciennes qu'on pourra sublimer avec les façades. Si on arrive à sauvegarder une bonne partie, en fait, on va sauvegarder l'âme aussi de la ville, le nanan, comme on dit, de Pointe-à-Pitre. Moi, je dis une ville, on doit pouvoir y naître, y grandir, y fonder notre famille. Et plus tard, y vieillir et puis habiter le quartier et puis habiter Pointe-à-Pitre de façon générale. Et on doit pouvoir surtout trouver la façon de vivre tous ensemble. Nous poursuivons notre chemin avec le verbe habiter. Les hommes habitent quelque part, mais qu'en est-il des dieux? Nous sommes allés explorer la religion hindoue pour comprendre de quelle manière les divinités occupent l'espace. Exactement. Alors, dans la religion hindoue, on va commencer par les fondamentaux. Les divinités habitent dans le cosmos, mais il est très important pour les hindous qu'elles soient aussi visibles sur Terre. Les premiers témoignages de la religion hindoue remontent à environ 3500 ans, avec les livres sacrés des Védas. Au départ, les temples n'existaient pas. C'est le feu qui était au centre du culte, un foyer sacré qui était le pont entre le monde des humains et le monde des dieux. Dans ce feu, les prêtres brahmanes jetaient des offrandes. Comme la fumée monte vers le ciel, l'offrande est transmise à Dieu. Ce qu'on peut dire de la religion hindoue, c'est que sa pratique est essentiellement domestique, c'est-à-dire elle se fait en fait dans la maison, dans le sein du foyer. On retrouve la présence des divinités sous forme d'autels comme celui-ci, avec des offrandes, de la lumière et la divinité au milieu sous forme d'une statuette. Alors, quelles divinités sont vénérées dans ces autels? Alors, plusieurs divinités, c'est un peu au gré et aux envies de la famille. On a chacun ses sensibilités. Alors, on a Ganesh, ce sont les principaux qu'on vous a dessinés. D'ailleurs, je remercie notre illustratrice Chlorinde, qui est géniale et qui fait de très beaux dessins. Donc, on a Ganesh, on a Shiva en bleu, on a Vishnu à droite, et là, la déesse Durga. Alors, ils sont vénérés, il n'y a pas que, évidemment, mais ils sont vénérés au quotidien dans les foyers hindous, à travers aussi le rituel de la puja. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça va peut-être vous dire quelque chose. Nous, on regarde beaucoup en outre-mer des séries indiennes où on fait ce geste-là. Et ça, c'est la puja, ils font ça tous les jours, c'est une prière de bénédiction pour la famille et pour le foyer. Alors, vous dites qu'elle est essentiellement domestique, mais quand on se promène à La Réunion, en Guadeloupe, on voit énormément de temples. Oui, tout à fait. Alors, elle est essentiellement domestique, ça ne veut pas dire qu'elle est exclusivement. Il y a du coup une manière, en fait, plus solennelle encore d'honorer son Dieu.
en dehors de la maison, du coup, à travers le pèlerinage comme celui-ci. Ça se passe par exemple à La Réunion, où la divinité est placée dans une maison, comme ça, ou dans les temples, où la divinité est placée dans une pièce sombre qu'on appelle la Garbhagriha. On vous l'a dessinée, elle est ici. La Garbhagriha, ça veut tout dire et ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit à l'instant. La Garbha, ça veut dire l'utérus, et Griha veut dire la maison, littéralement, en sanskrit. Dans la religion hindoue, la divinité habite réellement au milieu des croyants. Dans Tous Frères, nous aimons vous proposer des lectures ou des sources documentaires qui nous ont inspirés pour préparer les émissions. Il y a par exemple Habiter le monde, Martinique 1946-2006 aux éditions Ibis Rouge, écrit par Marie-Hélène Léontin. Elle revient sur le moment où la Martinique est devenue un département et comment depuis on habite la Martinique, comment s'est construite l'identité martiniquaise. Ensuite, nous vous conseillons de vous rendre sur la plateforme Le Portail des Outre-mer pour visionner quelques épisodes de Là-bas la vie. C'est un documentaire, une série documentaire qui a été réalisée par Kelly Pujard, une journaliste martiniquaise, et un photographe guadeloupéen. Ils reviennent sur la vie de ultramarins qui vivent en métropole, dans l'Hexagone, et de quelle manière ça se passe quand on repense à nos territoires d'outre-mer. Et enfin, si vous souhaitez nous proposer des témoignages, des portraits de personnes que vous connaissez, des hommes et des femmes qui, comme nous, s'engagent sur le chemin de la fraternité, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet tousfrères.tv ou sur nos réseaux sociaux. Les dernières paroles de cette émission, nous les laissons au diacre Jean-Bernard Robert Traeger et son fils Olivier. Nous les avons accompagnés en pleine discussion sur le verbe habiter, paroles qui, j'espère, vous porteront et que nous vous invitons à partager toute cette semaine. Habiter Paris 16e ou Goussainville, ce n'est pas la même chose. Les quartiers sud ou les quartiers nord de Nouméa, même chose. C'était la même chose au temps de la Palestine, Nazareth ou Jérusalem. C'est terrible de voir comment ce lieu où l'on habite marque notre identité sociale. Je trouve que c'est particulièrement moche. Dans l'absolu, c'est moche, bien sûr. Mais que l'on veuille ou non, ça veut bien dire quelque chose. Bah, oui, mais celui qui habite nulle part, celui qui n'a pas de Torah, hein, celui qui n'a pas de chez lui, il est rien. Quand on n'avait pas inventé les SDF, ben, on avait les vagabonds, on avait les clochards, hein, des gens qui n'avaient aucune identité. Ça me fait penser à Donatien. Mais c'est qui ton Donatien? Un Parisien du 16e ou un vagabond qui traînait avec Jésus et sa bande? Donatien, c'est un vieux canaque. Il couche tous les jours contre un mur de l'église de Tina. Hein. Il me fait penser au Lazare de la parabole. Personne ne sait à l'église qui c'est. Tu vois, ceux qui habitent nulle part deviennent invisibles. Que ce soit chez les riches ou chez les pauvres, ils n'existent pas. Je me demandais ce qui se serait passé si André n'avait pas demandé à Jésus « Rabbi, où demeures-tu » Heureusement qu'il était curieux. Il a vu où Jésus habitait. Et nous venons tous de là. En entrant dans l'intimité de Jésus, ils ont été touchés, ils ont été séduits. Et la foi va jaillir de là. Tu as entièrement raison. Le christianisme naît de là. Aujourd'hui, il se passe exactement la même chose. On ne rencontre Jésus que là où il habite. Tu sais où c'est? En toi. Et ça, c'est génial.